Squeezing the finest minds to extract the purest science? Welcome to Juicy Interview. Salut Kylian, Salut, tu vas bien? très très bien et toi? Écoute, on est ravis de t'accueillir pour ce nouvel épisode des Juicy Interview. Merci à vous. Alors Kylian, tu es actuellement interne en médecine générale, mais ton engagement dépasse largement le cadre de l'hôpital. Tu t'es très tôt impliqué dans la défense des étudiants en médecine, d'abord en Bretagne, puis dans le Languedoc-Roussillon, un véritable tour de France. Et maintenant à la tête de l'ISNI, l'Intersyndicale nationale des internes, en tant que président pour le mandat 2024-2025. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter? Alors, je pense que tu as fait un bon résumé de mon parcours. Effectivement, je suis breton et maintenant occitan adopté, on va dire. J'ai beaucoup voyagé et j'essaie de beaucoup voyager aussi dans mon cursus médical. J'ai été en Bretagne, forcément, j'ai commencé, puis en Occitanie. J'ai été aussi à Mayotte en 2023. Donc, j'essaie de bouger beaucoup. Je suis à Paris pour la résidence. Et puis, assez vite, même très tôt, hein, dès la deuxième année, je me suis engagé pour essayer d'aider les étudiants. Alors, d'abord pour le tutorat, c'est un peu le tutorat PACES, on aide les premières années à réussir leur concours. Et puis, un peu après, je me suis engagé aussi au niveau national avec l'ANEMF, qui est le pendant de l'ISNI, mais un peu plus jeune. Et ça, j'ai toujours eu à cœur de le faire. Je pense qu'il j'ai toujours voulu, on va dire, à la fois, on est évidemment utile dans la santé de tout le monde en soignant les gens, ça c'est clair, mais j'avais aussi envie d'être utile pour mes pairs et pouvoir les défendre au quotidien, pouvoir les représenter au quotidien, et puis aussi réfléchir et être acteur de sa propre formation. Ça, je trouve que c'est quand même intellectuellement intéressant de pouvoir réfléchir et de se dire, bah, finalement, ce qu'on me demande de faire ou d'apprendre, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la qualité de la formation. C'est tout ça qui m'ont un peu engagé. Et puis, je dirais que la consécration, en tout cas la finalité, c'est l'engagement de cette année en tant que président de l'ISNI. C'est un engagement qui est fort parce que je dois arrêter mon internat pendant 1 an, hein, faire médecine pendant 1 an, arrêter mes études pendant 1 an. Vraiment hâte de reprendre mes études aussi à la fin. Ça a été une, Et ça a été une évidence pour toi de mettre entre parenthèses oui, parce que c'est un poste qui est extrêmement exigeant, qui ne permet pas de faire de la médecine aussi à côté. Tellement de rendez-vous au quotidien, tellement de choses à faire au quotidien, hein. C'est quand même, on représente 30 000 internes au niveau national, donc c'est quand même une charge de travail qui est importante, avec beaucoup de syndicats locaux à aider, à manager au quotidien. Donc forcément, on est obligé de mettre en pause. Donc puisque j'avais envie de le faire, je me suis dit: «Bon, c'est-à-dire j'ai 1 an dans une vie, c'est pas grand-chose finalement», et c'est aussi, ça m'a apporté, à mon avis, je pense, beaucoup à titre personnel. J'espère que ça a apporté beaucoup aux internes, surtout que je représente au quotidien. Alors, qu'est-ce qui t'a personnellement motivé à t'investir aussi fortement dans les enjeux collectifs de la profession dès tes premières années d'études? Je pense que c'est ce que je disais, c'est réfléchir sur notre formation, d'être acteur finalement de notre propre formation dans laquelle on est. Et j'ai besoin voilà, de faire en sorte de changer les choses. J'aime bien râler ou dire que je suis pas d'accord, mais j'avais aussi envie de vraiment le dire et de faire essayer de trouver des solutions et des mécanismes qui permettent de faire changer les choses. Donc très vite, je me suis engagé pour les étudiants en médecine à Brest, et puis ensuite pour les internes à Montpellier-Nîmes, et puis là maintenant pour les internes de toute la France. Et je sais que mon engagement ne va pas s'arrêter là, et que même plus tard, je resterai, quoi qu'il arrive, en tout cas engagé aussi dans le système de santé, de réfléchir au système de santé. Qu'est-ce qu'on peut changer pour le système de santé, pour avoir un système de santé plus performant, plus efficient, pour demain. On dit que les Bretons ont le pied marin. Est-ce que tu as rejoint l'Occitanie en bateau Non, je pense que alors la première fois, j'ai choisi plutôt la voiture, parce qu'il fallait tout déménager, toutes ces petites affaires. Puis maintenant, j'essaie de faire le plus d'aller-retour possible pour voir ma famille en train ou sinon en avion, parce qu'il y a un Brest-Montpellier en direct. plus Pas pratique? de Malheureusement, un retour pas très marin que ça. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent ou nous écoutent, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'ISNI Mm. et quel est son rôle dans le monde hospitalo-universitaire? Alors, l'ISNI, c'est l'Intersyndicale nationale des internes. Donc, comme on l'indique, on est une intersyndicale, donc on est le regroupement de plusieurs syndicats locaux. On a à peu près un par CHU, en métropole, mais aussi dans les Outre-mer, donc aux Antilles, mais aussi en océan Indien. Et on se réunit régulièrement, à peu près 6 fois par an, pour échanger sur à la fois nos demandes pour notre formation, pour améliorer notre formation, et aussi sur réfléchir au système de santé de demain, quel système on veut, et qu'est-ce qu'on est prêt à faire changer dans le système de santé d'aujourd'hui.
Donc ça, on se réunit régulièrement, on porte des positions du coup qui sont nationales, qui sont décidées démocratiquement par l'ensemble des structures qui adhèrent à notre intersyndicale. Et ensuite, mon travail du quotidien, c'est de les porter et trouver la manière de pouvoir les porter politiquement. Donc forcément au niveau des ministères, santé et enseignement supérieur. Aussi, et peut-être encore plus maintenant dans le contexte politique incertain et mouvementé au niveau des parlementaires, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Et puis tout le système politique français, donc au niveau départemental, régional, au niveau des mairies aussi, des grandes mairies surtout. Et puis, on essaye d'agir aussi forcément auprès de nos professeurs, à travers les doyens notamment, avec qui on échange beaucoup pour essayer de réfléchir à quel système on pourrait avoir pour notre formation de demain et quels sont les freins aujourd'hui. Notamment, on a un grand travail qu'on a mené sur plusieurs années sur la parentalité, qu'on est en train de voir arriver à peu près au bout, et de faire en sorte que notre formation soit plus respectueuse finalement du souhait de parentalité qu'on peut avoir, parce que on l'oublie souvent, mais quand on sort d'études de médecine, c'est pas comme certains de nos collègues ingénieurs ou d'autres professions. On a 30, 32, 32 ans, parfois un ou deux gamins aussi. Donc, ça suppose d'avoir une formation un peu flexible pour tenir compte de tous ces parcours de vie de tout un chacun. Et porter des messages directement à l'Assemblée ou au Sénat, j'imagine que ça demande plus de travail. Comment vous êtes organisé pour pouvoir répondre à ce besoin? Alors, l'Assemblée, effectivement, c'est compliqué parce que il y a 500 députés, plus de 500 députés. Donc, s'il faut tous les rencontrer, ça demande un peu de travail. Donc on essaie de rencontrer le maximum, nous, au niveau national, et puis on s'appuie aussi sur nos syndicats locaux, qui ont leur expertise, qui ont leurs contacts locaux, qui vont aussi échanger avec leurs députés, leurs propres députés sur nos positions. Notamment, on l'a beaucoup fait sur la loi Garot, avec notamment la coercition et la proposition sur l'accès aux soins, pour leur montrer que c'était pas la solution, que nous, on avait d'autres solutions qui étaient plus intelligentes, en tout cas plus efficientes que celles qui étaient proposées par les parlementaires. Alors l'accès aux soins, c'est un enjeu majeur de ton mandat. Face aux mesures de régulation imposées, comme le conditionnement de l'installation à un départ en retraite dans les zones surdotées, l'ISNI défend une stratégie incitative, avec des propositions comme l'assistanat territorial, le docteur junior ambulatoire ou les antennes universitaires délocalisées. En quoi cette approche te semble-t-elle plus efficace et durable pour répondre aux inégalités d'accès aux soins? Alors déjà, l'accès aux soins, on est tous confrontés, que ce soit les soignants et les patients. Des fois, on l'oublie, hein, mais les soignants le vivent tout autant. Quand on est interne aux urgences, on vit tous les jours des patients qui n'ont pas de médecin traitant et qui du coup viennent aux urgences parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant. Ils n'ont plus de médecin traitant. Quand on est interne en médecine générale, en cabinet, on galère aussi parfois à avoir des rendez-vous avec des spécialistes. Donc ça, des fois, on l'oublie, hein, même les politiques l'oublient un peu, c'est que nous, les soignants, on le vit aussi et on le vit au quotidien, quotidiennement. Et puis le 2e élément que parfois les politiques oublient aussi, c'est que quotidiennement, on est mobilisé quand même pour l'accès aux soins. Les internes, c'est 40% du personnel médical. On réalise 70% des prescriptions hospitalières et en ambulatoire par jour, on réalise 200 000 consultations de médecine ambulatoire. C'est bien. Donc, c'est énorme. Et donc, on participe tout autant collectivement, on va dire, à l'effort de guerre, on va dire, parce qu'on est dans une situation de crise. L'accès aux soins, c'est un problème qui aurait pu être anticipé, mais qui n'a pas été, parce qu'il y a quelques années, on a décidé de diminuer largement le nombre d'étudiants qui rentraient en médecine. Donc finalement, c'est un problème qu'on a nous-mêmes construit et qui aujourd'hui fait qu'on est dans une situation tendue parce qu'on n'a pas suffisamment de médecins. Donc ça a été la priorité de mon mandat, c'est trouver des solutions innovantes et un peu nouvelles pour justement faire la part belle à des propositions, comme tu l'as dit, notamment la loi Garot qui a été portée à l'Assemblée, pour montrer et démontrer justement aux parlementaires que non, nous n'avons pas tout essayé et que non, il existe des solutions qui sont plus efficaces, largement plus efficaces que ce qui est proposé dans cette proposition de loi, qui ne permettra pas de résoudre ce qu'elle dit résoudre, c'est-à-dire les zones qui sont très rouges, là où il y a vraiment pas de médecins, où on a besoin de médecins qui aillent. Donc on a formulé tout un tas de propositions et la manière dont on l'a fait, c'est que assez bêtement, puisqu'on est scientifique dans l'âme, on a regardé les études scientifiques qui existaient au niveau international et ce qu'on a vu, c'est que 3 à 4 fois plus d'étudiants, enfin 3, les étudiants ont 3 à 4 fois plus de chances de s'installer dans un territoire qu'ils connaissent. Donc soit là où ils sont nés, soit là où ils sont passés en stage et c'est normal en fait, on s'installe pas là où on n'est jamais venu.
Et donc, on est parti de ce postulat-là, de ce constat scientifique-là, pour essayer de construire pendant tout notre cursus de formation qui quand même dure 10 ans, même un peu plus, quels étaient les leviers qui nous permettaient de découvrir soit les territoires, soit de rester ancrés dans le territoire dont on venait. Donc ça commence dès avant les études de médecine, de dire aux étudiants qui viennent de Châteauroux ou qui sont éloignés justement des facultés de médecine, de oui, vous pouvez faire médecine, vous avez le niveau de faire médecine, donc allez-y. Et ça, on le défend notamment à travers les options santé qui sont pas encore généralisées sur l'ensemble du territoire français. Et puis ensuite, pendant notre cursus, nous, on défend, je l'ai dit sur le docteur junior ambulatoire, qu'on puisse faire des stages dans les territoires et surtout qu'on puisse rester dans les territoires. Parce qu'aujourd'hui, moi, si je prends mon expérience personnelle, je suis arrivé en Occitanie, mon premier stage était en Lozère. Puis après, je suis allé à Perpignan, je suis allé à Nîmes, je suis allé à Mayotte, je suis revenu à Nîmes, je suis allé à Béziers, maintenant je suis à Paris, je vais revenir probablement du côté de Nîmes ou de Montpellier. Donc en fait, tous les 6 mois, on change d'endroit, tous les 6 mois, on change de territoire. Comment est-ce qu'on peut imaginer, donc j'ai 28 ans aujourd'hui, qu'à 28 ans, je puisse me projeter dans un territoire si tous les 6 mois, je change d'endroit? Et c'est pas changer de quelques kilomètres, hein, c'est changer d'endroit. Donc parfois, il faut 3 heures de route pour aller d'un territoire à l'autre. Donc on est parti de ce postulat et de dire, voilà, maintenant, s'il y a des étudiants qui veulent s'installer dans un territoire ou qui viennent de ce territoire et qui veulent y rester, il faut qu'on puisse les maintenir dans ces territoires avec des terrains de stage qui existent en réalité dans ces territoires, mais qui sont parfois un peu délaissés parce que au profit du CHU. Donc, il faut qu'on puisse sortir du CHU et c'est notre proposition phare. Et puis, ça, on va dire, c'est des mesures un peu de long terme, puisque forcément, il faut 10 ans pour former un médecin. Donc, on a fait une proposition conjointe avec l'ANEMF, plus jeune, l'Ordre des médecins et la conférence des doyens de médecine, qui est l'assistanat territorial, et on y croit et on sait que ça va marcher. De dire, bah, comme il existe les assistants des hôpitaux, où en fait les internes restent après leur cursus de médecine pour être assistants, pour poursuivre un peu leur formation et puis avoir accès au secteur 2 pour ensuite partir en libéral. On pourrait réduire ce temps en devenant assistant des territoires. On aurait les mêmes avantages, sauf qu'au lieu de passer 2 ans à l'hôpital après l'internat, ben, on serait directement 2 ans dans les territoires. Donc ça, c'est une proposition très court-termiste qui pourrait, si elle est mise en place, répondre en tout cas à une partie de la problématique. Et puis on a aussi soutenu en partie le plan Bayrou qui a été présenté, et notamment les fameux 2 jours de solidarité par mois. Alors, on n'est pas pour un caractère obligatoire parce qu'on est persuadé que si c'est bien fait et bien organisé, des médecins viendront. Nous, on soutient l'initiative de Médecins solidaires où toutes les semaines, il y a un médecin généraliste qui vient dans un territoire, où ils ont créé un centre de santé et ils ont des médecins généralistes toutes les semaines. Et pourtant, il n'y a aucune contrainte et on n'a obligé personne à aller dans ces territoires. Toutes les semaines, il y a quelqu'un. Donc, on est sûr que si c'est bien organisé, ça peut marcher et c'est une aussi des solutions qu'on milite pour l'accès aux soins. C'est intéressant. Je pense que ton parcours est très illustrant à travers l'ensemble des 4, 5, 6 vies que tu as pu faire dans une période de temps assez réduite. C'est à la fois enrichissant, j'imagine, personnellement, mais également compliqué à chaque fois de s'installer, rencontrer des personnes, créer du lien social au-delà de son activité professionnelle. Est-ce que parfois on oublie que les professionnels de santé sont également des humains? Je pense qu'on oublie parfois, je pense qu'on est la seule profession où, si vous interrogez la population générale et qu'on leur dit que votre médecin a travaillé du lundi au dimanche, ça choquera personne. Et pourtant, si on dit ça, la même chose d'un pilote de ligne, on lui dit qu'il a travaillé du lundi au dimanche et qu'il s'est pas reposé ou qu'il a pas eu vraiment de repos compensatoire, quoi que ce soit, on dira: «Ouh là, bah, moi je monte pas dans l'avion». Donc il y a un côté un peu étonnant, on va dire, du rapport qu'on a avec la population générale. Et pourtant, on voit bien, que ce soit les internes ou les jeunes professionnels de santé ou plus âgés, la santé mentale est clairement pas au beau fixe. Donc il faut qu'on fasse attention à ça parce que plus on tire sur les professionnels soignants, on en a besoin, donc plus on tire sur la corde et plus ça va être compliqué. Et on le voit, hein, en profession infirmière, par exemple, il n'y a jamais eu autant d'étudiantes infirmières et d'étudiants infirmiers qui ont arrêté leurs études pendant leur cursus de formation. Donc il y a un vrai questionnement et nous en médecine, on est en train aussi de faire ce travail de cartographie, de voir combien ont arrêté médecine, pour plein de raisons différentes, mais aussi pour des raisons de conditions de travail, parce que c'est assez dramatique de se dire qu'aujourd'hui en 2025, alors qu'on a besoin de médecins, et ben, on manque de médecins et on a des gens qui arrêtent médecine. Et on connaît les chiffres? On connaît pas les chiffres, mais on y travaille. C'est assez compliqué parce que
Dans une étude, en général, enfin, la difficulté, c'est de ne pas avoir de perte de vue. En l'occurrence, là, ce serait de travailler sur les pertes de vue. Donc, Ouais, c'est un peu compliqué à obtenir, mais on y travaille pour essayer d'avoir un chiffre assez précis. Aux États-Unis, ils sont à peu près à 10. Il y a pas de raison qu'on soit moins bon ou meilleur qu'eux. Donc, mmh, peut-être qu'on est un peu dans ces endroits-là aussi. OK. Et tu disais que vous êtes parti de la littérature scientifique, des publications. Hem, Pourquoi partir, de recherches et d'études, pour initier cette initiative? Nous, on travaille dans un milieu scientifique. Ce qu'on a constaté sur toutes nos études qu'on a fait les années passées, c'est que finalement pour réussir à convaincre nos pairs, il faut leur parler le même langage, donc leur langage scientifique. Donc finalement, on est un peu comme l'étude santé mentale, elle a été très bien construite, qu'on a sortie en 2024. Elle est très bien construite et d'un point de vue scientifique, il y a une rigueur scientifique qui est parfaite et qui permettra de la publier justement dans des grands journaux de psychiatrie. Et c'est notre façon à nous, parce qu'on travaille dans un milieu scientifique, de parler à nos pairs. Parce que si c'est pas rigoureux, bah, ils vont nous dire: «Oui, mais en fait, votre étude, démontre pas vraiment telle ou telle chose», ou en fait, c'est un peu casse-gueule sur le plan méthodologique, donc en fait, on tient pas vraiment compte de vos résultats. Donc vraiment, on a un peu cette fibre-là à l'ISNI depuis déjà plusieurs années. Donc finalement, assez naturellement, on se dit: «Bah, qu'est-ce qui se fait dans le monde?» Il y a peut-être aussi des gens qui ont une très bonnes idées, et qui ont fait justement des choses au niveau international. Et on s'est surtout inspiré d'un programme qui existe aux États-Unis, à l'université de Thomas Jefferson, où des étudiants en fait euh, viennent d'un territoire, mais on les désancre pas de leur territoire. Donc ils font tous leurs stages là où ils sont nés. Alors s'ils veulent partir, ils peuvent partir, hein, on les empêche pas, mais sinon on facilite le fait de faire des stages dans ce territoire, ce qui fait qu'en fait, ils ont peu de problèmes d'accès aux soins, parce que in fine, bah, en fait, ils s'installent là Mmh. où ils sont nés, parce qu'ils ont fait toute leur formation là-bas. Ce qui est logique. Un autre sujet majeur, c'est la mise en place de la 4e année d'internat en médecine générale, officialisée en 2023. En quoi cette réforme pose-t-elle problème aujourd'hui directement sur le terrain? On va dire que c'est la quatrième réforme que je connais de la formation en santé depuis, je suis engagé il y a 9 ans à peu près. Entre la réforme de l'externat, la réforme de l'internat, la réforme de l'entrée aux études de santé et dans la quatrième année de médecine générale. Il y a aucune réforme qui s'est pas passée dans la douleur ou dans la précipitation. Donc j'ai l'impression que c'est un fait constant dans le fait de réformer. Déjà, nous, on a toujours été opposés à cette quatrième année, parce on a toujours considéré qu'il n'y avait pas forcément besoin de 4 ans pour former des médecins généralistes. Pendant des années, on les a formés en 3 ans, ça ne posait problème à personne. Là, tout d'un coup, il fallait une quatrième année. Puis cette quatrième année, elle est aussi arrivée dans un contexte un peu, pour de mauvaises raisons, puisque beaucoup de gens, et les politiques l'ont repris à leur compte pour dire: «Bah, en fait, on va utiliser cette quatrième année pour régler les problèmes d'accès aux soins». Donc là, ça nous pose question aussi finalement de: est-ce que finalement cette quatrième année est là pour former et améliorer la formation des médecins généralistes, ou simplement boucher les trous en France? Donc on a toujours été opposés. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, elle est officialisée et on va la voir. Donc il faut faire en sorte que la réforme soit la moins pire possible, et ça a été toute mon action et notre action cette année. On est parti et on a quand même eu des victoires politiques sur cette quatrième année. On est parti d'une réforme où l'étudiant était payé comme un étudiant à l'hôpital, comme un interne à l'hôpital, où les gardes étaient forfaitisés, étaient obligatoires. Et on est arrivé à un point de chute actuellement, ça peut encore changer, mais normalement ça devrait être ça, où les gardes, la permanence de soins en ambulatoire, donc le fait de faire des gardes en ville, elle n'est plus obligatoire et elle n'est pas forfaitisée. Ce que le docteur junior va réaliser en ville sera pour le docteur junior, ce qui est un peu logique quand on vit en libéral. Sur la rémunération, on n'y est pas arrivé à ce qu'on voulait véritablement, mais on est arrivé à un entre-deux, avec une rémunération qui est variable selon l'activité. C'est pas satisfaisant, mais bon, on connaît les contraintes aussi actuelles. C'est ce qu'on a réussi du mieux à obtenir, on va dire, des négociations. Et puis notre ligne rouge, et ce qu'on est très attaché à cet élément-là au quotidien, et qu'on rappelle constamment au ministère et à l'ensemble des facultés, c'est qu'il n'y aura pas un docteur junior dans un territoire s'il n'y a pas de maître de stage universitaire dans le territoire. Ça, c'est pas possible de se dire: «On envoie un étudiant et puis c'est terminé».
Ça, il y a beaucoup d'élus locaux ont fait l'amalgame. C'est pas de leur faute parce que ça s'appelle docteur junior. Donc tout le monde a l'impression que c'est déjà des docteurs. Or, ils sont encore en formation et donc beaucoup d'élus locaux se sont dit: «Génial, on va avoir un docteur junior là où on n'a plus de docteurs». C'est pas tout à fait comme ça que ça doit marcher parce qu'ils sont docteurs juniors, donc ils sont pas encore tout à fait docteurs. Ils sont thésés, c'est vrai, mais ils ne sont pas encore complètement leur formation n'est pas terminée. Donc c'est vraiment notre ligne rouge et là-dessus, on est intransigeant et s'il n'y aura pas de docteur junior là où il n'y a pas de maître de stage universitaire. Ok. Le temps de travail des internes, ça reste un point de crispation majeur. Une enquête menée par l'ISNI en 2023 révélait une moyenne hebdomadaire de 59 heures, bien au-delà des 48 heures réglementaires. Bien au-delà des 35 heures dans la loi française. Voilà. Plusieurs études alertent sur les conséquences de ces excès, burn-out, erreurs médicales, troubles anxieux ou encore désaffection pour certaines spécialités. Est-ce que ton mandat a permis de faire avancer ce dossier brûlant? Alors oui, mais c'est pas que de mon fait, on va dire, je rends aussi à César, ce qui appartient à César. C'est un travail de long terme. Depuis, quelques années, on est en procès au tribunal administratif contre tous les CHU de France et l'objectif premier de notre demande, c'est d'avoir un dispositif de décompte du temps de travail. On n'est même pas sur respecter le temps de travail, c'est de pouvoir déjà le décompter, ce qui n'existe pas actuellement. Moi, j'ai rarement décompté mon temps de travail à l'hôpital. Et donc là, on demande dans tous les CHU d'avoir tous les CHU, donc il reste encore tous les centres hospitaliers, mais au moins dans les CHU, d'avoir un décompte du temps de travail stable et objectif. Ce qui parfois se fait, on va dire assez bien, parce qu'on est rentré quand on est au tribunal, on peut rentrer en médiation, donc en discussion avec le CHU. Et pour, on va dire, un tiers des CHU en France, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Certains vont arrêter d'utiliser leur vieux logiciel aujourd'hui qui n'est pas adapté en fait à la législation et vont changer de logiciel, ce qui permettra effectivement de décompter le temps de travail. Et on espère comme ça, parce que c'est la première brique, on va dire, pour arriver, une fois qu'on l'a décompté et qu'on a constaté que le temps de travail était dépassé, eh ben, il doit y avoir des mesures correctrices dans les services pour réfléchir à comment baisser le temps de travail. Alors ça, c'est le grand challenge des prochaines années. Donc nous, sous mon mandat, on a signé plusieurs accords de médiation avec les CHU. Et le challenge pour les prochaines années, c'est de faire en sorte que dans ces CHU, on puisse trouver justement des solutions pour diminuer le temps de travail. Et c'est possible. Je vais prendre un exemple très concret à Nancy, où une jeune PEPH a repris la chefferie de la gynéco-obstétrique. Ils travaillaient tous 60 heures semaine, à peu près. Et ils ont réussi, en réorganisant le service, à baisser à 50 heures par semaine. Donc c'est possible, même en chirurgie. Plus récemment, on a lancé une collaboration entre Juicy et l'ISNI, avec pour objectif de créer un espace dédié aux internes de France sur la littérature scientifique et des thématiques spécifiques, notamment la santé mentale, la condition des gardes, le burn-out chez les internes, et d'autres thématiques qui vous sont chères. Quelle est la valeur que tu vois à travers ce partenariat? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand on porte des sujets, au niveau ministériel, même au niveau de nos doyens, on doit parler le même langage qu'eux. C'est les scientifiques, c'est les médecins, c'est même des professeurs, donc ils sont très portés sur la recherche. Donc on doit parler le même langage. Nous, ce qu'on voyait de manière très intéressante dans l'espace qu'on a créé, l'espace ISNI dans Juicy, c'est justement pouvoir récolter très facilement toute la littérature internationale qui parle de cette thématique-là. On se rend compte d'ailleurs qu'il y a pas mal de choses qui sont faites, très peu en France, mais plutôt au niveau international, sur à la fois la santé mentale des étudiants, la santé mentale des professionnels de santé, le temps de travail, etc. Donc tous les éléments qu'on a voulu justement incorporer dans cet espace. On a voulu le donner de manière gratuite et libre justement aux internes de France pour qu'ils se rendent compte aussi de ce qui se passe finalement à l'international. Et puis j'ai l'impression que ça aide aussi nos syndicats locaux qui peuvent aussi avoir accès, peuvent justement s'appuyer sur ces récentes littératures sans forcer à forcément avoir besoin de chercher, puisque l'application recherche d'elle-même ces thématiques-là, et pouvoir ensuite les réutiliser si besoin justement dans nos argumentaires. Et moi, je pense que dans les années à venir, on va pouvoir de plus en plus réutiliser finalement les études qu'on aura identifiées grâce à Edjusi dans nos contributions qu'on va amener aux politiques pour leur montrer, voilà, ça se base aussi sur des éléments scientifiques tangibles et robustes. Donc c'est pas n'importe quoi qu'on vous montre et qu'on vous démontre. Comment t'expliques qu'en France, on soit encore en retard sur des sujets comme la santé mentale par rapport à d'autres pays?
pense déjà, il y a un facteur sur la recherche en général où en France, il y a peu de moyens en recherche et donc forcément on est un peu en retard sur tous les éléments de santé mentale. L'autre élément et d'ailleurs j'ai fait ma thèse un peu sur ce sujet-là, sur comprendre un peu le parcours patient des maladies rénales chroniques et ce que j'avais constaté, c'est qu'en France, on est aussi en retard sur tous les sujets de prévention. En fait, on n'est pas très bon en France sur la prévention de manière générale. Or, la santé mentale, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se jouer aussi et beaucoup sur la prévention. Donc on est très en retard là-dessus et d'ailleurs, nous à l'ESNI, on essaie de rattraper un peu ce retard puisqu'on va lancer vraiment une grande étude en 2025, fin 2025 sur la ouais et on regardait dans quelle mesure former des internes en premier secours en santé mentale, comme tu as peut-être été formé quand tu étais plus jeune à apprendre à faire des massages cardiaques, bah là on serait formé en tant qu'interne à, détecter les premiers signes, dans notre entourage d'une santé mentale qui est voilà, d'une fragilité psychologique, d'une santé mentale qui est en berne chez nos pairs. Ça, on va le mettre en place à Lyon. On espère que c'est justement ça va montrer et démontrer des effets positifs pour se dire: «Bah, en fait, il faut généraliser». Mmh. Donc comme on a été, formés à apprendre à faire un massage cardiaque, bah, on devrait être formés à repérer chez chacun, dans notre famille, chez nos amis, quelqu'un qui ne va pas bien. Des fois, on ne sait pas, en fait, quels sont les signes et je pense qu'on l'a jamais appris, ni à l'école. On n'a pas appris à l'école à se dire: «Ah bah, oui, un tel est moins bien parce qu'il a changé de comportement, parce qu'avant il est toujours souriant et puis là, en fait, il est différent» ou avant il rigolait et puis il rigole plus ou il dort plus ou des choses comme ça. Et je pense que ça sera très bénéfique aussi dans la société parce que ça nous apportera beaucoup de prendre un peu soin, ou en tout cas de se questionner sur les autres et la santé mentale des autres. Je pense que c'est très sain aussi pour la société et avoir une société plus respectueuse, de tout à chacun. Ouais, absolument. Et alors aujourd'hui, on parle de plus en plus, d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on entend ce mot-là en congrès, à l'hôpital, un petit peu partout. Selon toi, quel est l'apport réel de l'intelligence artificielle demain pour les internes? Je pense que ça va pas nous remplacer, pas tout de suite et je pense que d'ailleurs ça va pas nous remplacer avant très, 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 très longtemps. Je vois pas encore, quel patient préférerait voir une machine qu'un humain, j'espère. C'est le futur et pour la façon de pratiquer la médecine, j'espère en tout cas. Je pense que là où l'intelligence artificielle peut nous être utile au quotidien, c'est, on le voit, je vois des innovations qui sont assez intéressantes sur, les consultations, pouvoir prendre, faire des comptes rendus de consultation de manière automatique sans avoir besoin, voilà, ça fait gagner du temps médical. Je pense aussi optimiser le parcours patient. Si on est, je prends le cas de ma spécialité, médecin généraliste, on doit être à la fois avoir un regard très, très, très large sur le patient, tous ses organes possibles, le cœur, le foie, la neurologie, la néphrologie, enfin, tous les aspects possibles de notre patient et forcément, bah, des fois, il y a des choses qui peuvent passer à l'as. Donc je pense que l'intelligence artificielle peut nous aider justement là-dessus. Moi, je l'ai déjà un petit peu pratiqué, même en radiologie, aux urgences. Quand on faisait des radios, on avait l'intelligence artificielle qui nous disait: «Là, il y a une fracture». Alors, quand il y en avait pas et l'intelligence artificielle me disait qu'il y avait pas de fracture, j'étais un peu rassuré et je regardais et je me disais: «Bon, si l'intelligence artificielle n'a rien vu, moi j'ai rien vu, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a rien». Et puis quand l'intelligence artificielle avait montré qu'il y avait une fracture, souvent d'ailleurs il y avait pas de fracture, elle était un peu trop sensible, donc ça me forçait, on va dire, à regarder 2 fois Mmh. plus la radio pour être bien certain que je allais contredire la machine et qu'il y avait vraiment pas de fracture. Donc je pense que ça peut aussi nous aider, là-dessus. Je pense que voilà, l'intelligence artificielle, dans des domaines très spécifiques peuvent nous aider à gagner du temps, médical et ne va évidemment pas remplacer un médecin. Donc un professionnel de santé augmenté, mais pas remplacé. Voilà. Top. Et pour finir, Kylian, est-ce que tu es plutôt jus de science ou jus de goyave? Je pense qu'au petit déjeuner, jus de goyave, mais dans ma journée de tous les jours, jus de science. Top. Bah, Kylian, on te remercie, énormément pour Merci beaucoup. pour cet entretien et puis on te souhaite, tout le meilleur pour le futur et pour, les prochaines, étapes avec ton engagement, qui, j'en suis sûr, restera fort, pour, le milieu, hospitalo-universitaire. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.